Donc on voit bien que Gisèle Pelicot était livrée à ces hommes comme une poupée gonflable. Dans l'affaire Pelicot, la question de la définition du viol est effectivement centrale. Un des avocats en défense a eu la malheureuse idée d'évoquer une différence entre un viol et un autre viol. Non, déjà, d'une manière très claire, lorsqu'il y a viol, il y a viol. Mais qu'a-t-il voulu dire? Il l'a plus ou moins expliqué à Gisèle Pelicot dans une des audiences en lui disant « En fait, j'ai voulu distinguer le viol médiatique tel qu'on l'entend dans les médias et le viol juridiquement parlant. » Qu'est-ce qu'un viol en termes juridiques? Un viol, c'est tout acte de pénétration sexuel, quel qu'il soit, ou bucco-génital, d'un individu sur un autre, avec violence, contrainte, menace ou surprise. Dans cette définition, il n'est pas fait référence à la notion de consentement. Ce qui est essentiel, indépendamment de cette définition, c'est de savoir qu'en droit, pour que l'infraction de viol soit constituée, il faut à la fois un élément matériel, donc concret, l'acte en lui-même de pénétrer une femme, ça c'est l'acte matériel. Et là, dans le procès Pelicot, il n'y a aucun doute puisqu'il y a des photos. Donc l'ensemble des accusés sont filmés et sont présumés être des violeurs, puisque cette femme est inconsciente. Sauf que ce qui peut éventuellement faire problème et poser question, c'est l'élément moral. Je parle des co-accusés. Est-ce que ces 51 hommes avaient l'intention de violer Gisèle Pelicot? Est-ce qu'ils savaient que Gisèle Pelicot n'était pas consciente? Toute la stratégie de défense des co-accusés, c'est de dire, finalement, on a participé à un scénario où Gisèle Pelicot jouait à la femme endormie. Et nous, on ne savait pas, on n'avait absolument pas l'intention de la violer. On participait à un jeu. Donc ça, c'est vrai que c'est une stratégie qui est, on va dire, assez rusée, compte tenu des textes actuellement du droit positif en France, mais en même temps qui ne tient pas la route. Pour la bonne et simple raison qu'il y a des éléments qui, manifestement, prouvent qu'ils avaient conscience que quelque chose n'allait pas. Ils n'ont jamais, évidemment, posé la question, obtenu un quelconque consentement préalable, peut-être pas quand elle jouait qu'elle était endormie et inconsciente, mais auparavant. D'autre part, ils devaient ne pas porter de parfum, garer la voiture très loin lorsqu'ils arrivaient, chuchoter pour finalement ne pas réveiller la belle endormie. Donc on voit bien qu'il y a des éléments qui démontrent à l'évidence qu'ils savaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'ils ne se sont posé aucune question quant au consentement de Gisèle Pelicot. Certains diront même, le mari avait donné son consentement, ça nous suffisait. Donc on voit bien encore une fois que Gisèle Pelicot était livrée à ces hommes comme une poupée gonflable. Là où on pourrait améliorer, bien évidemment, la définition du viol, ça serait d'introduire cette notion de consentement volontaire, libre et éclairé. Je rappelle qu'en 2023, il y avait déjà eu une tentative d'harmonisation de la définition du viol au niveau européen. À l'époque, on a eu un blocage de la part de la France qui s'était opposé à inclure la notion de consentement dans la définition du viol. Aujourd'hui, fort heureusement, notre président est revenu sur son positionnement et nous avons une proposition de loi. C'est une proposition qui va nous amener finalement à nous interroger sur cette nécessité d'intégrer la notion de consentement dans la définition du viol. Et ça, c'est très intéressant parce que cette affaire Pelicot va finalement servir de levier et va nous permettre effectivement de bouger les lignes et de faire en sorte que cette proposition de loi, eh bien, elle soit votée. En intégrant cette notion de consentement, je rappelle, libre, volontaire et éclairé, très clairement, un mineur ne peut pas donner ce type de consentement, une personne handicapée mentale ne peut pas donner ce consentement libre, volontaire et éclairé, et une femme inconsciente non plus. Et ça, c'est en plus pour protéger les victimes.
Alors j'ai l'habitude de dire que du début d'une procédure, c'est-à-dire lorsque on dépose plainte pour des faits de violence sexuelle ou sexiste, depuis ce dépôt de plainte jusqu'aux audiences d'assises, c'est le parcours de la combattante pour la victime. À tous les stades de la procédure, on va avoir une inquisition dans la vie intime de cette femme et en réalité, on diabolise cette femme alors qu'elle est victime, plutôt que d'accueillir sa parole et de l'aider. Et finalement, ça va être ça, tous les temps majeurs de la procédure, jusqu'au procès d'assises. Donc ça ne m'a pas étonnée que Gisèle Pelicot ait ce ressenti. Une audience devant une cour d'assises ou devant une cour criminelle, c'est extrêmement dur parce qu'elle va être soumise à la question, c'est vraiment cette expression-là, à la fois du président, de l'avocat général, mais également de l'ensemble des avocats de la défense. Et là, vous vous rendez compte qu'ils sont 52. 52 avocats qui vont lui faire face et qui vont lui poser toutes les questions possibles pour minimiser la responsabilité de leur client et évidemment minimiser les peines encourues. Donc c'est extrêmement dur. C'est comme faire face à un bulldozer et arriver à rester finalement tel que vous êtes, sans vous énerver, sans remettre ces avocats à leur place parce qu'ils ne vont pas comprendre, puisqu'ils font leur métier, et correspondre aussi à l'image d'une femme bafouée, telle que tout le monde finalement souhaite voir Gisèle Pelicot, et c'est tout le paradoxe, parce qu'une victime, dans l'inconscient collectif, ça ne peut pas se rebeller. Et il faut qu'elle reste et qu'elle colle encore à cette image. Et je trouve ça bien évidemment révoltant. Mais ça peut être dangereux, difficile qu'une victime se rebelle parce que les avocats de la défense vont finalement s'en servir et aller chercher la moindre faille pour essayer de démontrer qu'elle n'est pas aussi victime qu'elle le prétend. Gisèle Pelicot a eu ce courage incroyable de souhaiter qu'il n'y ait pas de huis clos. Ces audiences ont lieu devant une cour criminelle, donc il n'y a pas de jury. La société, finalement, n'y était pas représentée. En médiatisant son affaire, elle arrive à interpeller la société et à faire en sorte que cette société française, qui, je rappelle, a une dominante quand même patriarcale très forte, puisse se poser les questions cruciales du viol conjugal, c'est important aussi de le rappeler, et de la notion de consentement dans le viol. Et je dirais que non seulement elle a voulu interpeller la société, mais en se faisant quelque part l'icône de ces mouvements féministes, elle donne un sens à sa vie, à son existence, parce que il ne faut pas oublier que Gisèle Pelicot, elle a été détruite lorsqu'il a été révélé par les officiers de police judiciaire l'horreur qu'elle avait vécue. Donc cette femme qui avait aimé le père de ses enfants, aujourd'hui ça devient finalement une femme plus que bafouée. Et je pense qu'elle veut alerter, mais en même temps quelque part ça lui permet aussi de continuer à vivre.